Alors, on va démarrer. Merci à tous et à toutes d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui peut paraître très jargon, écrit là, les métiers de la transition numérique et écologique, mais on va rendre ça beaucoup plus simple, avoir une discussion éclairée et autour de cette thématique-là. Alors, à mes côtés, on a Thibaut Gully de France Travail et Timothée Massé-Dubois de Schneider Electric. Et ensemble, on va explorer cette thématique, mais j'aimerais commencer d'abord par... on parle d'employabilité. Et aujourd'hui, on sait que, selon l'OCDE, une compétence technique qui avant était obsolète au bout de 30 ans, aujourd'hui, elle est obsolète au bout de 2 ans. Ce qui rend... on peut se poser la question, quelle est l'utilité de se former techniquement aujourd'hui? Comment vous appréhendez-vous cette approche? Comment vous la appréhendez dans vos domaines respectifs, cette évolution technologique? Bonjour à tous. Visiblement, on échange dans un cadre particulier. Moi, je n'ai pas envie de vous embêter à vous faire des exposés sur l'employabilité et de savoir plutôt ce qui vous intéresse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai enjeu. Effectivement, les métiers aujourd'hui, c'est entre 13 et 15 métiers que les gens vont faire dans une vie. Donc, on a un vrai enjeu à pouvoir accompagner la formation et l'adaptation au poste pour chacun, notamment pour les jeunes. Donc, comment on l'aborde? En fait, en proposant énormément de formations. Je pense notamment en ce moment à tout ce qui est, vous parlez des métiers du numérique, s'assurer que chacun a les savoirs de base dans le domaine du numérique pour pouvoir faire face aux enjeux, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Lundi, on était par exemple avec Microsoft où on lance une formation pour tous les demandeurs d'emploi en matière d'intelligence artificielle. Mais ce qui est vrai sur l'intelligence artificielle est vrai aussi sur donc le numérique. On réfléchit en ce moment à voir comment on pourrait apporter un certain nombre de formations systématiques pour tous ceux que ça intéresse dans les métiers de la transition écologique. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que quand on est inscrit à France Travail, on peut aussi avoir accès en fait, à une offre de formation extrêmement diversifiée. C'est quand même la chance dans un pays comme le nôtre, quel que soit le métier qu'on a envie d'effectuer, de pouvoir avoir un soutien en la matière. Et peut-être, Thibaut, est-ce que tu peux justement redire quelle est la mission de France Travail, même si on connaît tous l'ancien nom Pôle emploi? Est-ce que tu peux redéfinir votre mission et ce que vous faites du coup pour les jeunes notamment? Nous, à France Travail, notre vocation, comme son nom l'indique, c'est d'accompagner à la fois chacun à trouver sa voie par le travail. Donc, trouver un emploi, ça c'est une première chose. Mais là, je voyais, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs ici. Et il faut savoir que France Travail, c'est le premier business angel de France, puisque l'année dernière, c'est près de 4 milliards d'euros qui ont été versés en fait, à des demandeurs d'emploi qui, pendant leur phase de création d'entreprise, en fait, sont inscrits à France Travail, peuvent toucher des aides ou des indemnités. Et on essaye aussi de leur proposer un certain nombre d'accompagnements en partenariat avec des acteurs comme l'ADI, comme France Active, comme BGE là-dessus. Donc c'est accompagner chacun à trouver sa voie. Et donc ça peut être par l'emploi, par la formation, mais aussi par la création d'entreprise. Et puis la deuxième chose, si vous êtes des employeurs, c'est de vous accompagner à trouver les candidats dont vous avez besoin pour pouvoir vous développer. Donc on a 2 types de clients, les entreprises et les chercheurs d'emploi, les candidats à servir. On développe énormément de services pour cela. Merci. Et pour toi, Timothée, du coup, plus dans le secteur privé, comment vous approchez, enfin en tant qu'entreprise, comment vous approchez cette évolution technologique du travail par rapport à vos collaborateurs et aux personnes que vous recrutez notamment? Oui, tout à fait, parce que ce n'est pas que par rapport à nos collaborateurs, c'est aussi par rapport à tout l'écosystème, aux jeunes de partout, aux jeunes de banlieue notamment, mais aussi aux seniors qu'il faut accompagner. Donc quand on parle d'IA, quand on parle de digital, il ne faut pas laisser de côté nos talents seniors. On a justement un programme chez Schneider Electric sur ce sujet-là.
Alors déjà, Schneider Electric, c'est une entreprise française, entreprise industrielle, entreprise de technologie industrielle, présente sur plus de 100 pays. On emploie 168 000 personnes dans le monde et à peu près 20 000 personnes en France. C'est la 4e entreprise française. Et on a une fondation Schneider Electric qui est le partenaire de Expo Favela Innovation. Et la fondation Schneider Electric a fête aujourd'hui ses 25 ans. Donc en effet, chez Schneider, globalement, donc on produit, on a deux jobs différentes, à la fois des automatismes industriels et également du management de l'énergie. Et donc parfois, vous voyez des tableaux Schneider Electric, des boîtiers Schneider Electric dans les entreprises chez vous. Et il est de coutume de dire chez Schneider qu'il n'y a que 10% de ces tableaux dans les entreprises qui sont bien paramétrés. Donc c'est ce qu'on appelle de la gestion technique du bâtiment. Et pourquoi c'est mal paramétré? Parce que derrière, il n'y a pas les compétences derrière en entreprise. Il n'y a pas ce qu'on appelle des energy managers qui ont les compétences nécessaires pour paramétrer ces tableaux-là, ces outils-là. Et donc ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, on a beau avoir tout le numérique du monde, les boîtiers connectés, etc. S'il n'y a pas les compétences derrière, les compétences techniques, les compétences digitales, les compétences numériques derrière pour paramétrer ces outils-là, ça ne sert à rien du tout. Donc aujourd'hui, on a, mais je vais un peu t'en parler après, on a une école Schneider Electric qui se compose d'un lycée Schneider Electric et d'un CFA, d'un centre de formation des apprentis Schneider Electric. On a une formation en BTS, bâtiment connecté, domotique, parce qu'aujourd'hui, un électricien, l'électricien de demain, l'électricien d'aujourd'hui d'ailleurs, il doit connaître le digital, il doit connaître le numérique. Et là, du coup, on a beaucoup parlé de compétences techniques en tant que telles. Je pense qu'il y a d'autres types de compétences dont on parle sur les soft skills, notamment. Et je pense que, justement, dans les entreprises, il y a le développement des soft skills est aussi une manière d'insérer plus de monde, parce que ceux qui n'ont pas la chance ou les possibilités d'avoir ces compétences techniques-là, aujourd'hui, sur quel type de compétences vous appuyez et qu'est-ce que vous renforcez ou qu'est-ce que vous recherchez même dans vos entreprises, typiquement pour toi, Timothée, ou pour vous, Thibaut, chez France Travail? Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de moi. Je suis chez Schneider Electric depuis 1 an et demi. Et je suis aussi cofondateur de la Fédération de la mode circulaire. Et d'ailleurs, Nadine, qui était censée être là aujourd'hui, on a un partenariat avec Casa 93. Donc, pour parler un peu de moi, j'ai cofondé cette fédération il y a 2 ans et demi. Et on a aujourd'hui 250 entreprises adhérentes. Ça, je l'ai fait sur mon temps libre, les soirs et les week-ends. Et chez Schneider Electric, je vous fais une petite confidence, quand on m'a embauché, mon N+1 m'a dit « on t'embauche justement parce que tu as cette expérience de bénévolat, tu as cette expérience d'engagement ». Et je pense que le conseil qu'on peut dire aussi aux jeunes ici et à tout le monde, c'est engagez-vous. Engagez-vous sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et engagez-vous, mettons que vous ayez 35 ans, vous n'ayez pas forcément fait les études adéquates pour le travail que vous cherchez. Faites du bénévolat pour une association. Nous, une association, on demande évidemment que des bénévoles viennent nous voir en disant « je veux vous aider ». Et forcément, sur un CV, on a une ligne en plus sur un CV, un travail bénévole. Donc je pense que la première valeur, nous, chez Schneider Electric, qu'on recherche, c'est l'engagement. Mais après, si tu peux préciser, justement, je pense que dans cette salle, beaucoup travaillent ou ont des activités dans leur temps libre. Comment on fait pour transformer justement cette activité de bénévolat pour la rendre désirable pour l'entreprise? Si elle est désirable pour nous, elle est forcément désirable pour l'entreprise qu'on recherche et qu'on veut. Donc a priori, ensuite il faut savoir peut-être la vendre un peu mieux. Il faut la marketer. Mais a priori, si c'est une initiative qui nous intéresse et qui est en cohérence à peu près avec le parcours professionnel que l'on recherche, a priori, ça va matcher avec les besoins de l'entreprise. Thibaut? En tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener progressivement les employeurs à recruter d'abord différemment et s'affranchir finalement du CV. C'est vrai qu'on a un regard toujours par la compétence, par l'expérience professionnelle, ce qui met du coup un petit peu de côté les jeunes. On peut être trop vieux, on n'a pas le bon nom, on n'a pas la bonne adresse. Donc en fait, aujourd'hui, on est quand même sur un marché du travail assez discriminant. Donc c'est avant de parler de soft skills, c'est déjà de
de s'ouvrir en fait à vraiment la diversité des talents. Et pour ça, c'est comment on peut essayer de mettre, en tout cas en partie, le CV de côté. Très concrètement, ça se passe comment? On développe beaucoup, par exemple, les méthodes de recrutement par simulation. C'est-à-dire qu'on va mettre les personnes en situation d'exercer un métier par tout un tas de tests pratiques. Et ça, du coup, ça permet d'accompagner, parce qu'il y a surtout les habiletés, en fait. OK, on n'a peut-être pas l'expérience, mais on a l'habileté pour faire tel ou tel métier. Par exemple, en ce moment, on a 100 000 personnes à recruter moi, dans les métiers du nucléaire. Ça marche aussi pour le numérique. Et on va faire des tests. Et une personne sur deux, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir avoir des aptitudes ou des capacités. On va la recruter à travers ça. La deuxième chose que je conseille très fortement, c'est l'immersion professionnelle. C'est-à-dire, c'est mettre en situation la personne pendant une journée, une semaine, 15 jours dans l'emploi. Et en fait, on va se rendre compte que voilà, la rencontre va se faire entre l'employeur et puis le collaborateur. Ça suppose quand même que les entreprises s'ouvrent à ça. Ça s'appelle immersion facilitée. On en a fait plus de 400 000 l'année dernière. Donc l'objectif, c'est de continuer de monter en puissance. La troisième chose, c'est d'organiser les rencontres différemment. Par exemple, avec le sport, on a mis en place un programme qui s'appelle les stades vers l'emploi. On invite les demandeurs d'emploi, les entreprises, à se retrouver en short. Personne ne sait qui est qui. On va faire du sport pendant 1h30, 2 heures. Et c'est après la rencontre à travers des activités. On le fait aussi dans les musées par la culture, où on va se sortir de l'anonymat pour parler emploi. Mais une fois qu'on s'est rencontrés différemment qu'avec un CV entre les deux. Donc il y a beaucoup d'innovations comme ça en matière de recrutement inclusif. Puis la deuxième chose, c'est d'essayer de valoriser les expériences effectivement d'engagement, de bénévolat, d'aidance. 11 millions de Français sont en situation d'aidance là-dessus, et comment on va valoriser ces compétences acquises, on va dire, dans la vie civile pour pouvoir les valoriser en fait dans un parcours professionnel. Pardon, je vais aussi compléter, parce que là on parle beaucoup de ce que les jeunes et les personnes qui n'ont pas d'emploi doivent faire, mais les entreprises ont aussi leur rôle à jouer. Les entreprises doivent aller dans les écoles. On a aujourd'hui, on a mis à disposition une quinzaine de personnes pour l'association Ingénieurs pour l'école, des IPE, qui vont faire le tour des collèges et des lycées pour parler de nos métiers techniques, justement, parce que pour ensuite que les compétences matchent avec les métiers techniques. On doit aussi aller voir, donc ça c'est un autre débat, mais féminiser les métiers techniques. Et donc on a 100 personnes chez Schneider Electric, 100 femmes représentantes de Schneider qui vont aller dans les collèges et lycées pour justement, et dans les centres, dans les CFA, dans les formations techniques, dans les BTS, pour dire que ces métiers-là ne sont pas réservés aux hommes. Donc c'est aussi aux entreprises de promouvoir leur filière et de rendre ces métiers attractifs, parce que souvent il y a aussi nous on a besoin d'embaucher. C'était Roland Lescure qui disait qu'il y aurait 1,3 million de personnes de plus dans l'industrie d'ici 10-20 ans. On a besoin de personnes dans la rénovation énergétique également. Donc il faut, pour ce match se créer là, il faut que les entreprises prennent aussi leur part et aillent aussi promouvoir ces métiers techniques qui ne sont pas très sexy. Mais quand on essaye de donner un sens à son métier, plutôt que de parler de bâtiment, on va parler d'environnement, de transition écologique, de rénovation. Et on peut rendre ces métiers qui peuvent paraître un peu chiants, un peu plus sexy. Et comment faire justement pour une entreprise pour s'adapter aux différentes populations? Parce qu'effectivement, tu l'as dit Timothée, il y a les jeunes, les femmes, on essaye d'adresser différentes populations. Est-ce que vos approches sont différentes aussi selon les populations adressées, ou bien c'est la même pour tous et qu'on essaye justement par ce biais-là d'être plus inclusif? Alors, en termes d'approche pédagogique, alors déjà, la première chose à faire souvent avec dans des publics cibles, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est d'aller les trouver, d'aller les chercher, de leur parler. Thibaut, vous mentionnez aussi l'absence de réseau. C'est vrai que c'est clé aujourd'hui. On est partenaire de l'association du programme Tous en stage, pour justement que ces gens-là, en seconde, en troisième, puissent trouver des stages dans les grandes entreprises. Donc déjà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois qu'on arrive à leur parler, oui, en effet, proposer des formations évidemment axées sur le numérique. Donc on a filmé en réalité virtuelle, réalité augmentée, 3 usines en France, notamment on a un programme économie circulaire, l'autre programme industrie 4.0 et le troisième sur la place des femmes.
Et donc, on a des formations un peu VR, AR, que l'on diffuse au collège, au lycée, dans les sortes de formations techniques, où, comme de la VR, on met un casque, ils peuvent se balader dans notre usine, et souvent, une usine avec un casque de VR, c'est quand même beaucoup plus parlant qu'une formation technique. Donc oui, c'est comme ça on peut s'adapter à ces métiers-là. On a également des MOOC, on a un partenariat avec une agence de l'ONU qui s'appelle International Trade Center et l'Atelier 21, où on a une formation sur les nouveaux métiers de la transition énergétique. Donc oui, il faut passer par le digital, mais ne pas passer que par le digital, parce qu'il y a les jeunes, mais il y a aussi les seniors à aller embaucher, et il y a quand même une fracture numérique immense, et donc quelqu'un de 55 ans, on ne va pas lui proposer de regarder une usine avec un casque de réalité virtuelle. Bah, évidemment qu'il faut utiliser des canaux et des médias qui sont un petit peu différents en fonction des types de recrutement que vous allez chercher à faire, des types aussi parfois de métiers. Donc il y a une adaptation à ça. Après, d'un point de vue managérial, il faut accompagner effectivement le management à manager dans la diversité, sachant que s'il est démontré que la diversité, la performance d'un groupe dépend de la diversité de celui-ci, pour le moment, on a encore beaucoup de réflexes stéréotypés. Et donc je pense qu'on a aussi un enjeu à sensibiliser, former à toutes les pratiques inclusives et non discriminantes, que ce soit dans le recrutement, mais aussi ensuite, après derrière, dans le management. Et est-ce que, si dans la salle, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui, justement, ont des questions sur l'employabilité ou qui se demandent comment faire en sorte d'être plus désirable vis-à-vis des entreprises? Levez la main. OK. Tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu aurais une question là-dessus? Je te passe le micro. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant France Travail. Je voulais savoir, parce qu'il y a des secteurs, je pense notamment au bâtiment, où on rencontre des soucis de formation pour les petits qui sont en décrochage scolaire et qui ne veulent pas forcément rester à rien faire, mais l'école, c'est pas trop pour eux. Et franchement, ils ne se voient pas continuer très tôt. Donc, je voulais savoir qu'est-ce qui se fait sur des formations basées très pratiques pour tout de suite pouvoir faire une transition et rentrer dans le monde actif. Écoutez, alors je partage complètement. Moi, j'ai beaucoup bossé avec les jeunes pendant longtemps. Et en fait, il y a quand même deux sujets. D'abord, il y a l'orientation, parce que l'immense majorité des jeunes qui sont en échec scolaire, c'est pas parce qu'ils ont moins de capacités que les autres, c'est simplement qu'ils sont mal orientés ou qu'ils ont été mal orientés. Et quand on n'aime pas quelque chose, on a du mal à s'investir dedans. Et donc, évidemment, on ne peut pas réussir dans quelque chose dans lequel on ne s'investit pas. Donc, le premier défi, il est quand même vraiment qu'on progresse dans l'orientation. On est globalement mauvais en France sur l'orientation si on se dit les choses. Et je pense qu'il faut qu'on sorte des fiches métiers, des découvertes très théoriques et de donner un maximum d'occasions de rencontres très concrètes aux jeunes. Et parfois, ça se joue dès le collège. Et donc, c'est les stages c'est les stages. Je pense aussi les stages de 3e et de seconde. On est en train de développer, France Travail, un partenariat avec Job My Glasses pour organiser en fait des rencontres où on échange, par exemple, avec quelqu'un qui bosse dans le bâtiment ou n'importe quel métier, ou un développeur numérique, avec les jeunes ou les moins jeunes, pour parler du métier, mais de façon très concrète, puisque la personne vit de ce métier-là, et donc on va pouvoir poser des questions sur ce qui est cool, et ce qui est bien dans le métier, et puis ce qui peut être un petit peu plus compliqué. Donc, multiplier les rencontres, les visites d'entreprise, etc., ça pour l'orientation. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est avoir des approches de formation un peu plus innovantes que les formations très théoriques. Ça, on a quand même beaucoup progressé dessus. Je pense par exemple aux écoles de production. Les écoles de production, si on apprend le diplôme en fait en faisant et en travaillant, je pense qu'on est en train de réformer aussi les lycées professionnels où il y a beaucoup trop de théorie, il n'y avait pas assez de pratique. Et donc là aussi, en fait, les jeunes, ce qu'ils aiment bien, c'est pouvoir mettre en œuvre de façon très pratique et pas passer juste les 3/4 de leur temps dans une classe.
C'est l'apprentissage qu'on a fortement développé. On est passé de de 300 000 jeunes à peu près à pas loin de 900 000 jeunes quand même en 7 ans. Et puis ce qu'on développe aussi beaucoup à France Travail, c'est tout ce qui est formation en situation de travail, c'est-à-dire apprendre en faisant plutôt que d'être sur des formations théoriques. Donc voilà, il y a, je pense, d'adapter aussi notre approche pédagogique pour être plus dans le faire et dans et apprendre à travers le faire. C'est toute la logique aussi, la validation des acquis de l'expérience. Nous, on développe beaucoup le recrutement, par exemple en ce qu'on appelle en validation des acquis de l'expérience inversée. C'est-à-dire qu'on recrute une personne qui est motivée par le métier, mais qui n'a pas le diplôme, et où en fait c'est au bout de quelques semaines ou quelques mois de pratique qu'on va lui valider le diplôme qu'elle n'avait pas au commencement. Donc le diplôme n'est plus une condition pour démarrer un métier, rentrer dans un métier, mais c'est plutôt la fin d'un processus expérientiel. Merci. Est-ce que... Pardon. Une autre question? Ouais, je me demandais juste, pour les jeunes qui sont, eux, déscolarisés. Mais là, vous avez un cas en particulier là, de quelqu'un proche de chez vous, c'est ça? J'ai un petit de mon quartier, lui, il est déscolarisé. Ouais. Et il aimerait bien découvrir... Mais il a quel âge? Il a 15 ans. Ouais. Et en fait, il aimerait bien découvrir plein de trucs qui le passionnent d'un point de vue extérieur comme ça, mais il n'a jamais pratiqué. Et il aimerait bien essayer, mais le problème qu'il rencontre, c'est que pour faire des stages, il faut une convention de stage. Mais il trouve personne pour lui faire. Donc il n'est pas assuré, machin, donc il ne peut pas aller non plus comme ça. Je sais pas, je pense au bâtiment, parce que c'est là-dedans que je suis. Mais voilà, je veux savoir si France Travail, ils font un truc là-dessus. Voilà, sans rentrer trop dans la technique, mais on a une petite difficulté, c'est que l'école est quand même obligatoire jusqu'à 16 ans. Et donc en fait, normalement c'est avec l'école qu'il doit voir ça, et qu'il y a un petit problème à ce qu'il soit déscolarisé à 15 ans. Et du coup, la solution, c'est les écoles de production. Enfin, je vois que ça, en fait, qui... et ça, très concrètement, vous pouvez taper école de production, on en a quand même développé une quarantaine. Après, est-ce que ça sera adapté, est-ce qu'il aura envie? Et sinon, à partir de 16 ans, là, pour le coup, à France Travail, on peut l'accompagner et lui donner accès au stage. C'est juste que ça s'appelle une immersion au lieu de s'appeler un stage. Mais concrètement, dans la vraie vie, c'est la même chose. Une question? Oui, du coup, je profite, j'ai le micro. Oui, bonjour, j'ai une question qui est relative au diplôme, en fait. Vous venez un peu de l'évoquer en disant que parfois on peut arriver dans une entreprise sans diplôme et puis quelques semaines après, on l'a. Je pense qu'en fait, le diplôme en France représente un gros frein encore, parce que dans le recrutement, parfois il faut avoir la ligne dans son CV avec le bon diplôme, etc. Je trouve que le marché n'est pas ouvert en France. Sur des parcours qui peuvent être différents. Je n'ai pas le bon diplôme, mais je sais faire le job que vous proposez. Et les entreprises, et donc je voudrais savoir comment vous vous positionnez en tant que France Travail et Schneider Electric pour la partie privée. Comment vous voyez en fait la capacité des entreprises à changer cette mentalité, parce que c'est une mentalité française et c'est une réalité. Quand on n'a pas de diplôme, les portes, elles ne s'ouvrent pas si facilement. Bon. Donc encore moi je partage complètement votre constat. Après maintenant les réponses face à ça sont pas tout à fait les mêmes en fonction des types d'industries et des types de métiers. Mais je pense que sur tous les métiers jusqu'à technicien, on va dire, là toute la batterie de solutions dont je viens de vous parler, on a énormément de possibilités de formation. De formation pour ces métiers là, donc c'est quand même 80 à 90% des métiers. Ensuite, on va avoir des industries qui sont vraiment malades de la diplômite. Je vais vous prendre un exemple. Si vous voulez travailler comme conseiller en stratégie, par exemple, là, typiquement les cabinets de conseil, ils vont regarder vraiment le diplôme. Moi, il se trouve que dans une autre vie, je montais des entreprises sociales et une d'entre elles, c'était un cabinet de conseil en stratégie où justement on a pris le contre-pied de ça en disant nous, ce qui nous intéresse, c'est de recruter des talents. Et donc, on a mis en place en fait, des mécaniques pour pouvoir recruter des talents indépendamment des diplômes. Mais pour accéder à un métier qui était vraiment le conseil en stratégie. Pour démontrer qu'on pouvait, en fait, y compris sur les métiers les plus élitistes, s'affranchir des diplômes
pour pouvoir aller vers pour pouvoir être dans une approche vraiment de la diversité des talents. On a lancé ça en 2016 et ça marche très très fort. Mais il faut avoir un processus pour le coup d'assessment center, comme on dit, parce que c'est pas évident d'identifier les potentiels et les capacités à exercer le métier. Il faut quand même que les personnes ensuite soient en capacité d'apprendre et de s'inscrire dans ce métier-là. Donc on a travaillé beaucoup sur tous ces tests-là pour faire les bonnes sélections. La deuxième chose, c'est qu'on a énormément travaillé sur tous les biais discriminants dans les processus de sélection, qui font que, de facto, même si on dit on ne recrute pas sur les diplômes, mais si en fait on va travailler sur, je sais rien, par exemple la culture générale, en fait la culture générale est un facteur discriminant là-dessus. Donc là, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chemin. Ça s'appelle Tenzing Conseil, hein, vous pouvez aller regarder. Mais honnêtement, pour le moment, il n'y a pas énormément d'entreprises qui ont franchi le pas de ça. Mais au moins, on veut démontrer que c'est possible. Voilà. Et pour le reste, sur France Travail, encore une fois, vous voyez, on est à Albert School. Par exemple, dans le numérique, on accompagne énormément d'écoles, de formations où France Travail finance, bâtit des parcours avec elles pour faire en sorte, par exemple, typiquement dans les métiers du numérique, dans l'immense majorité des métiers de la transition écologique, puisque c'était quand même le thème de la... Mais dans plein d'autres métiers, on est quand même capable d'organiser des parcours de rebond et on essaie de progresser chaque année à faire en sorte de ne pas se sentir au bout d'une histoire, bloqué parce qu'on n'a pas le diplôme là-dessus, d'autant plus qu'on vit dans un monde où c'était le début de la table ronde, les métiers changent, disparaissent vite. Et donc, si on n'a pas un système qui permet de rebondir d'un métier à un autre, c'est important. Donc, je pense que le diplôme, dans les années qui viennent, va avoir tendance à être moins valorisé par rapport à la capacité, par contre, à se reskiller, comme on dit, c'est-à-dire repartir dans un nouveau métier, etc. là-dessus, et d'avoir une forme d'agilité un peu professionnelle, intellectuelle, sociale à ça. Juste pour information, pour la petite histoire, on a un nouveau CEO, un nouveau directeur général depuis maintenant 1 an. Notre CEO, il est électricien de formation. Aujourd'hui, il est directeur général d'une boîte de 160 000 personnes, 4e entreprise française. Je pense que dans le CAC 40, à mon avis, c'est le seul à avoir une formation d'électricien. Ensuite, pour te répondre tout à l'heure, notre lycée Schneider Electric est ouvert pour les gens qui sont déscolarisés. On a ce programme du lycée au CFA. Voilà, et donc sur la thématique des bâtiments connectés, notamment de la domotique. Donc s'il y a pas d'intérêt, c'est... Même à 15 ans ? Pardon ? À 15 ans, vous pouvez lui proposer quelque chose ? C'est à partir de la seconde. Ok. Et oui, sur le diplôme, c'est aux entreprises de faire la part des choses. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur les mises en situation, notamment, c'est à nous, entreprises, à nos services RH, de faire des mises en situation. C'est aussi, alors je ne sais pas comment ça fonctionne chez Schneider Electric non plus, mais c'est aux entreprises de ne pas mettre en place des outils d'intelligence artificielle avec des algorithmes qui directement vireraient tous les CV qui n'ont pas les Sciences Po, les Assas, les Dauphine, les HEC qu'il faut. Je ne peux pas vous répondre sur mon entreprise, mais en tout cas, c'est mon souhait. Et effectivement, on l'a pas évoqué, mais sur le sujet de l'écologie en tant que telle, sur la transition écologique, comment on peut faire pour amener plus de monde sur cette thématique-là, qui est tout de même souvent réservée à une certaine élite qui parle de ce sujet de l'écologie et des métiers de l'écologie en tant que telle, des transitions écologiques, environnementales, etc. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, vous, chez France Travail, pour ça ? Je ne sais pas si c'est réservé à une certaine élite, hein, parce que les métiers de la transition écologique, c'est beaucoup dans l'électricité, par exemple. Je parle statistiquement parlant, il y a plus de personnes dans les élites qui vont sur ces métiers-là que les personnes plus défavorisées. Je parle de ça. Ok. Mais en tout cas, il y a toujours un enjeu d'attractivité dans les métiers, parce qu'on parle de la transition écologique, mais il y a des métiers... il y a une dimension écologique maintenant dans de plus en plus de métiers. Oui, et il y a des métiers qui sont... vous prenez tout ce qui est autour de l'économie circulaire, tout ce qui est autour des métiers de l'énergie, des économies d'énergie, de la biomasse, énormément de besoins. Vous avez dans le bâtiment, en fait,
maintenant énormément de métiers du bâtiment ou de la réhabilitation, etc., impliquent en fait des formations sur les enjeux énergétiques et écologiques. Donc, en fait, la difficulté, c'est que la dimension environnementale et écologique, maintenant, se retrouve un peu partout. Donc, on a, nous, plutôt une stratégie, en fait, de filière par métier. La filière de l'économie circulaire, la filière du bâtiment. On avait la semaine du bâtiment il y a 15 jours. Et donc là, on a monté des centaines et des centaines d'opérations un peu partout en France pour pouvoir faire découvrir les métiers, faire découvrir les formations nécessaires pour pouvoir être un électricien qui est capable après derrière d'intervenir sur des opérations RGE, etc. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste comme Schneider Electric. Et donc, attirer sur les métiers, faire prendre conscience et sensibiliser sur la nécessité d'avoir un minimum de connaissances des enjeux écologiques ou environnementaux dans le cadre des métiers qu'ils exercent, et ensuite proposer l'offre de formation qui va permettre de développer son employabilité et maximiser ses chances de retrouver un emploi. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on fait. Timothée, tu as des éléments là-dessus? Ou sinon, on redemande une autre question. Tu vois? Est-ce que une personne a une question dans la salle par rapport à cette... Ah, là, derrière, enfin, à côté. Ça arrive. Ça va arriver. Alors bonjour Eliona, j'ai 2 questions. Tous deux, vous avez évoqué la question de l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir comment l'IA pourrait révolutionner les mondes de la transition, les métiers de la transition numérique et écologique. Et étant donné que la France est déjà un peu en retard en matière d'intelligence artificielle, comment ça se ressent dans le terrain en soi? Merci. Avant de parler des métiers de la transition écologique, en tout cas sur l'intelligence artificielle, nous, il y a 3... on investit en ce moment assez fortement là-dedans. La première, c'est pour accélérer et améliorer la qualité des recrutements. En fait, un recrutement, c'est une rencontre entre une personne et une opportunité. Donc, si on connaît bien la personne et qu'on connaît bien les opportunités, on va avoir un peu plus de chances de pouvoir vous connecter. Et donc, d'ailleurs, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais avant l'intelligence artificielle, il y a la data. Si on connaît bien ce que vous souhaitez faire, ce que vous aimez faire, et pas justement seulement votre expérience professionnelle ou votre diplôme, parce que sinon on va vous enfermer dans l'expérience professionnelle et le diplôme dans lequel vous avez agi. Mais si on sait que vous êtes intéressé éventuellement à changer de métier, on en a de plus en plus, par exemple, qui peuvent justement vouloir devenir artisans ou prendre des métiers manuels alors qu'ils étaient dans des... Il faut qu'on connaisse en fait vos appétences là-dessus. Donc ça, on va capter en fait ces informations-là avec certains outils utilisant l'IA générative. Mais c'est aussi la mobilité, c'est aussi la disponibilité. C'est parce que si vous avez des enjeux de vie perso, vie pro, à mieux articuler. Donc, la data, on va la capter grâce à des outils d'intelligence artificielle. Et ensuite, on va faire la connexion. Par exemple, nous, on développe un outil qui s'appelle Match FT. Et en gros, par exemple, il y a, je sais pas, moi, un métier, une offre de préparateur de commandes ou de, je sais pas, on pourrait prendre un métier d'électricien chez Schneider. Et en fait, l'IA va permettre d'aller chercher dans notre base de candidats ceux qui semblent le mieux correspondre à ses besoins une fois qu'on a les données. Et ensuite, vous allez recevoir par SMS « Bonjour, on a telle offre, est-ce qu'elle vous intéresse ?» Et là, vous allez échanger avec notre assistant virtuel pour poser toutes les questions que vous avez sur cette offre-là, avant de nous dire « Ok, du coup, maintenant que j'ai posé toutes mes questions, ça m'intéresse. » Et là, à partir de ce moment-là, on va vous appeler et on va organiser la connexion. Donc, le premier outil, c'est l'intelligence artificielle pour mieux connecter aux opportunités qui existent sur le marché du travail. La deuxième, pour nous, on l'utilise pour simplifier les métiers et simplifier aussi les nôtres. C'est-à-dire, il y a beaucoup de charges administratives, de reporting, etc. dans les métiers. Et où aujourd'hui, par exemple, on a développé ChatFT, enfin, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais adapté en fait aux enjeux de France Travail. Et là, on a plus de 15 000 collaborateurs maintenant qui le testent. Ça fait gagner du temps et ça supprime en fait beaucoup des charges un peu pénibles, administratives, etc. pour avoir plus de temps dans la relation avec les demandeurs d'emploi. Et puis le troisième élément, c'est de former les gens à l'IA.
Par exemple, là, on a signé un accord avec Microsoft pour former dès 2025 300 000 demandeurs d'emploi à l'intelligence artificielle. Et pour ça, on a développé des modules qui seront disponibles pour vous tous, d'ailleurs, à partir du 1er janvier 2025. On appelle ça le calendrier de l'IA, parce que c'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Vous avez 31 petits modules de quelques minutes et qui vous apprennent à faire un prompt, à utiliser l'IA dans la vie perso, pour faire une recherche d'emploi, ou etc. là-dessus. Donc c'est les 3 axes, former les personnes, les demandeurs d'emploi, mettre à disposition des outils pour simplifier la vie des gens, et le 3e, c'est mieux matcher les personnes avec les opportunités qui existent. On a aussi des formations, on commence à avoir des formations à l'IA dans notre centre de formation des apprentis. En effet, c'est clé de demain. On parle des métiers de la transition, enfin on parle des transitions numériques, transition écologique, donc l'IA est vraiment au cœur de tout ça. Par exemple, chez Schneider, on se sert énormément de l'IA pour tout connecter. En fait, quand on a des panneaux solaires sur le toit, quand il y a pour utiliser l'énergie issue des panneaux solaires au bon moment dans la maison, pour ensuite la remettre sur la borne de recharge des véhicules électriques, pour la remettre dans le bâtiment après, véhicule to grid, véhicule to building, ça s'appelle. Donc évidemment que les techniciens de demain devront se servir de l'IA pour tout connecter, parce que demain tout sera connecté justement pour consommer beaucoup moins d'énergie. Merci. Il y avait une question là en bleu. Merci. Bonjour, moi j'aurais une question sur l'accessibilité des métiers industriels, notamment pour les femmes. En fait, quand on a l'impression que le domaine industrie est un peu fermé, comme s'il y a des compétences spécifiques dans le domaine industriel qui sont difficilement franchissables. Et donc, en fait, ma question, ce serait sur les compétences transférables. Parce que je pense que dans tout métier, on peut passer d'un secteur à un autre par rapport à des compétences qu'on a, même si on n'a pas des compétences techniques. Je donne l'exemple typique par rapport à des couturières qui peuvent peut-être devenir des câbleuses dans le domaine industriel. Et moi, ma question, ce serait de savoir pourquoi ne pas mettre en avant un peu plus, parce que vous avez eu l'exemple typique, vous avez travaillé dans le domaine associatif, on a vu une compétence, on l'a transférée, mais ce n'est pas très commun quand on doit postuler pour des postes, que les employeurs acceptent les compétences transférables qu'on peut acquérir. Et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, puisque dans les métiers de transition, on va être amené à changer les métiers, mais je pense qu'on va rester sur les mêmes compétences qu'on a. Donc en fait, c'était ça la question, de savoir qu'est-ce qui est mis en place pour les compétences transférables, notamment sur les secteurs un peu nouveaux, fermés comme l'industrie ou bien d'autres. Pardon, sur les compétences Transférables. Transférables. Et parce que vous mentionniez des compétences spécifiques par rapport aux femmes, c'est ça? Moi, je donne l'exemple typique du côté des femmes. Comment on voit certains... Comme l'industrie, c'est vraiment un paquebot. En fait, c'est comme un Alcatraz navigable. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, ce n'est pas quelque chose que les femmes, en général, vont aller pour dire « Ah oui, on se projette là-dedans », parce qu'on se dit que non, c'est quelque chose qui demande des technicités ou bien des compétences qu'on n'apprend pas dans la vie de tous les jours. Mais moi, j'ai appris qu'il y a des couturières qui sont devenues des câbleuses, qui mettent parce qu'on demandait les compétences sur la précision. Ah oui. Et en fait, ça m'avait surpris. Je me dis, mais en fait, on ne communique pas beaucoup dans le milieu du travail, qu'en fait, on a des compétences, chacun de nous. Et en fait, c'est ça qui nous permet plus... en fait, d'être employable. Ça, de toute façon, si vous parlez en effet de compétences spécifiques aux femmes qui ne seraient pas forcément adéquates avec celles de l'industrie, ça veut dire qu'on a mal fait notre boulot, parce qu'il n'y a aucune compétence spécifique femme ou homme dans le monde de l'industrie. Mais en revanche, en effet, oui, on n'a pas réussi. Bon, c'est tout un modèle de société à changer, de faire en sorte que ces métiers soient attractifs, soient désirables, que les femmes justement ne se disent pas je suis une femme, donc je ne suis pas faite pour ces métiers techniques et industriels. Mais ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute des entreprises qui n'ont pas réussi à rendre ces métiers accessibles. On essaie de faire le maximum. Aujourd'hui, dans notre CFA, on a 2-3 femmes à peu près sur 120 apprentis. Donc on n'a pas assez de femmes. Ça, c'est sûr qu'on n'a pas assez de femmes au sein des apprentis.
Comme je disais, on a des programmes avec des femmes dans le monde de l'industrie qui vont dans les collèges, dans les lycées, parce que ça fait des rôles modèles pour les femmes, pour imaginer des carrières. C'est pareil en politique, c'est pareil aussi partout. On a besoin de rôles modèles féminins. Et on a besoin de rendre ces métiers attractifs pour justement montrer qu'il n'y a aucune compétence spécifique liée au genre ou au sexe dans le monde de l'industrie. Mais En après, fait, je voulais je dire pense que... que, Ouais. imaginons qu'une femme sache, je sais pas, dans le secteur tertiaire pendant, je sais pas, 10 ans, elle était dans le secteur tertiaire et qu'elle veut aller dans le secteur industrie ou bien numérique et qu'elle se dise peut-être que... Non, mais En fait, c'est plus sur Ouais, la je par- transférabilité des compétences. Ouais. C'est de ça dont elle parle. C'est en fait Ouais. de savoir quand... Ouais, mais elle peut donc la transférabilité des compétences peut s'exprimer, peut se mettre en œuvre de plein de manières différentes. Moi, je partage complètement, et d'ailleurs, nous, on a plein d'expériences comme ça qui marchent très bien. L'exemple des couturières, je le connais aussi, et où, bon, quand même, avant de parler de transfert des compétences, on a quand même un sujet culturel qui fait que on revient à l'orientation, mais si, en fait, il n'y a pas de petites filles dans les carrières scientifiques ou dans les lycées professionnels, dans les filières techniques et industrielles, ça va être compliqué après de féminiser l'industrie. Donc on a quand même juste une bataille à faire là-dessus. Ensuite, il y a en cours de route, on peut très bien organiser, vous avez raison, des reconversions professionnelles. Nous, c'est ce qu'on fait quand on parle de MRS, la méthode de recrutement par simulation. Ça nous permet en fait d'envoyer beaucoup de faire beaucoup de parité en fait. Parce qu'en fait, on fait passer les tests et les femmes réussissent autant que les hommes. Et donc, du coup, on arrive à démontrer par des tests concrets aux entreprises que, comme on teste, on met en place les tests avec les entreprises, bah ensuite, les femmes démontrent qu'elles passent les tests et c'est bien normal aussi bien que les hommes. Et là, du coup, ça facilite les recrutements là-dessus. Mais il faut qu'on ait des méthodes comme ça. L'autre point sur lequel on travaille, ce qu'on appelle, désolé d'être un peu technique, mais le ROM 4.0, c'est en fait la description de tous les métiers et de toutes les compétences liées à chaque métier pour qu'on puisse faire ce que vous décrivez. C'est-à-dire de dire, en fait, si vous avez... Par exemple, je vais vous prendre deux exemples. Alors, j'ai pas le couturière en tête, mais vous prenez par exemple un serveur et un préparateur de commandes en logistique. A priori, c'est deux secteurs différents, deux mondes différents, deux métiers différents. Mais en fait, les compétences qui sont nécessaires dans l'un et dans l'autre, c'est quasiment à 98% les mêmes. Et donc, cette base-là qu'on a construite nous permet du coup de dire à quelqu'un qui était préparateur de commandes, sache que tu peux aussi chercher dans ces métiers-là et tu auras des facilités pour ça puisqu'en fait tu maîtrises déjà 98% des compétences. Et on va pouvoir aussi dire à l'employeur, oui, sache que cette personne-là, certes elle n'a pas été serveur, mais en fait elle a géré les coups de feu en logistique, elle a fait ceci, elle a fait cela, et donc on travaille la transférabilité. Et l'outil de matching dont je parlais avec l'intelligence artificielle intègre cette notion de transférabilité. Maintenant, ce n'est pas juste mécanique, c'est-à-dire qu'on peut inventer tous les outils performants pour démontrer la transférabilité. S'il n'y a pas un changement de mindset des employeurs et qu'on n'accompagne pas, nous, France Travail, avec des outils un peu innovants, on n'arrivera pas à renverser la tendance. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en interne. Moi, quand je suis arrivé chez Schneider Electric il y a 1 an et demi, la personne que j'ai rencontrée m'a dit « Bon, tu te vois où dans 10 ans chez Schneider Electric ?» Et donc, c'est un peu comme des fonctionnaires où on se dit que chaque 3-4 ans, on fait un métier différent. Et on nous forme. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Et si je dis « Tiens, je veux faire ça », on va me former à ce métier-là. Donc, alors, c'est pas la transférabilité des compétences avant, mais c'est une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, c'est tiens, je veux faire ça, je veux bosser dans tel secteur, je ne connais absolument pas ce secteur-là, formez-moi. Et les RH nous forment, il y a une vraie mobilité interne. Ensuite, évidemment, pour avoir de la mobilité interne, il faut quand même rentrer dans l'entreprise au départ. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Dernière question. Moi, j'ai une question pour Schneider. Savoir, vous avez parlé de la formation IA. Est-ce que c'est quelque chose que vous imposez dans toutes les formations du CFA ou c'est une formation à part entière? On a une formation IA pour les collaborateurs
se servir de l'IA. On a un outil aussi IA interne type ChatGPT, mais évidemment, vu les enjeux cyber, vu les enjeux de confidentialité des données, c'est un outil interne. On a donc en jeu, on forme les salariés, notamment les seniors, à l'intelligence artificielle et au digital. On a d'ailleurs un programme qui s'appelle Senior Talent où à partir de 55-56 ans, une personne on peut trouver des reconversions. Alors on peut lui permettre de former d'autres personnes. Et il y a aussi des soft skills, c'est très important quand on a plus de 55 ans. Certaines formes de sagesse aussi. Donc c'est un peu du donnant-donnant en interne. Et ensuite, l'IA dont je parlais, c'est la formation à l'IA dans notre BTS, dans notre sorte de formation des apprentis. Donc là, c'est pour tous les étudiants en BTS ou les apprentis, on les forme à l'IA parce que connaître l'IA, savoir se servir de l'IA, c'est gérer les bâtiments de demain, c'est intégrer les renouvelables dans le réseau, c'est intégrer les véhicules électriques. Donc c'est là où on fait vraiment le pont entre digital et transition écologique. Merci beaucoup. Sur ces belles paroles, s'il n'y a pas d'autres questions, on va finir cette table ronde là. Merci beaucoup à tous. Merci aux intervenants pour votre retour d'expérience très riche. Donc, les applaudissements. Merci à vous. Merci beaucoup.